Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Une journée chargée. Je reconnais des visages qui sont là depuis longtemps. C'est bien. Alors, merci d'être avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Et nous allons avoir 3 quarts d'heure de conversation avec M. Bavrez, Nicolas Bavrez. Et ensuite, il y aura un quart d'heure, comme c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, des sujets qui concernent beaucoup d'entre nous. Un quart d'heure sera consacré à vos questions. Et Nicolas Bavrez tentera d'y répondre. Et enfin, il nous disait tout à l'heure qu'il est venu à Pau, qu'il était très honoré que des gens viennent l'écouter, mais que donc il était hors de question qu'il ne réponde pas à toutes les questions qui lui seraient posées. Voilà. Alors, c'est un des intellectuels français les plus influents depuis quelques décennies. École nationale supérieure, ENA, agrégé de sciences sociales, collectionne tous les diplômes les plus compliqués de la République, en gros, on va dire. Proche de la pensée de Raymond Aron, il est classé par les observateurs comme décliniste. Alors, c'est pas gentil, décliniste, mais bon, quand on voit le titre de ses livres, La France qui tombe, Les 30 piteuses, Crise, chaos et fin du monde, c'est vrai que décliniste convient. Mais on pourrait appeler ces appels autrement. On peut dire décliniste et on peut aussi dire, on pourrait dire, lanceur d'alerte. C'est-à-dire quelqu'un qui, par ses études, son travail, considère que la situation est à voir sous plusieurs angles et qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et que tout sujet mérite réflexion. Ce que je peux vous dire, pour connaître M. Bavrez depuis longtemps, et les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est que même ses détracteurs, et il y en a évidemment, reconnaissent le sérieux de son travail, personne ne conteste ça, y compris parmi ses adversaires, la qualité de la réflexion et sa sincérité. Donc nous allons voir avec lui des sujets importants, pour ce qui concerne l'avenir, qui est le sujet de ces 3 journées. Un développement sur ce que des journalistes appellent le populisme. C'est très important, parce qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet qui revient tous les jours dans les médias, et nous serons contents de demander à Nicolas Bavrez, dont c'est un chapitre du dernier livre, qui nous explique vraiment le fond de cette affaire. Deuxièmement, à ses yeux en tout cas. Deuxièmement, la violence, le développement de la violence. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'accentuer dans les années qui viennent? C'est un sujet aussi très important, parce que si on est entré vraiment dans une ère de violence, alors beaucoup de choses peuvent se passer, si l'on est convaincu que la violence est devenue un horizon. Et puis aussi, un troisième sujet parmi d'autres, ce sont les migrations. Il y a un chapitre du livre consacré au phénomène démographique. Et voilà, ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes, ce ne sont pas des millions de personnes, mais ce sont peut-être des dizaines de millions de personnes qui vont, dans les années qui viennent, poussées par des problèmes insolubles dans le pays dans lequel ils vivent, vont chercher à trouver de l'oxygène ailleurs. Donc voilà le programme. Alors, vaste programme, comme disait le général de Gaulle. Vaste programme. On va essayer de regarder ce que sont nos problèmes et les solutions possibles avec vous. Nicolas Bavrez, d'abord bonsoir, merci beaucoup d'être là. Juste un mot sur vous. Quand vous accumuliez tous ces concours, là, les concours les plus difficiles de la République,
quelle était votre intention? Quel était le but d'accumuler ces parchemins? Écoutez, et le travail que ça représente? Non, mais le but, c'était effectivement, modestement, d'essayer de disposer d'un certain nombre d'outils pour à la fois pouvoir réfléchir et pouvoir agir. Finalement, je suis plus du côté de la réflexion que de l'action. Et pour répondre effectivement au portrait très aimable que vous avez fait par ailleurs, mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, pour un intellectuel, c'est d'accepter de penser même ce qui est déplaisant. Et je crois qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est tous amenés à penser un certain nombre d'événements qu'on pensait tous précisément impensables. J'en donnerai quelques exemples. Trump, à la tête des États-Unis, c'était complètement en dehors des cadres. Le Brexit, avec le chaos dans lequel se mettent aujourd'hui les Britanniques, alors même qu'ils avaient construit une formidable réussite à l'intérieur de l'Union européenne, c'était impensable. Le fait d'avoir le Bataclan, c'était impensable. Le fait d'avoir plus d'1 million de réfugiés qui arrivent en 2015 en Europe en quelques mois, c'était impensable. Bon, c'est ce qu'on appelle des disruptions, c'est-à-dire des événements qui sont à la fois imprévisibles, irréversibles et qui changent la donne. Et je trouve que pour un intellectuel, la responsabilité, c'est d'essayer de les expliquer. Et je finirai par là, le but, c'est pas d'être critique pour être critique, ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'essayer d'analyser fidèlement pour faire des propositions et donner la capacité pour essayer de gérer ces phénomènes. Vous avez été au cabinet de Philippe Séguin à une époque, après vos études. Vous n'avez jamais été tenté, intellectuel que vous êtes, par la possibilité, en tout cas, d'influer sur le cours des choses, d'avoir un rôle sur la vraie vie des gens, au lieu de la pensée? Vous n'avez jamais été... François Bayrou vous dirait que la politique est un métier un peu moins simple que ce que pensent beaucoup de gens. Et il faut des qualités assez variées, diverses et compliquées d'ailleurs à mettre ensemble, parce qu'il faut avoir à la fois le sens du combat tactique, la vision pour un pays. Il faut aussi... et c'est un métier qui a beaucoup de contraintes. Et de fait, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'être plutôt du côté de ceux qui essayent de comprendre le monde. J'allais dire aussi qu'en ayant regardé un peu le panorama, ceux qui essayent de comprendre le monde en étant à la fois clairement du côté du libéralisme et clairement du côté du patriotisme ne sont finalement pas si nombreux. Donc il m'a semblé que ça valait la peine d'essayer de défendre cette voie-là. Un mot encore sur les sonnettes d'alarme. Ça fait 25 ans que vous écrivez que la situation telle qu'elle est décrite ne correspond pas à la situation telle que vous la ressentez vous et telle que vous l'analysez vous. Jusqu'à présent, on vous a classé comme décliniste. Et est-ce que vous avez le sentiment, en tant qu'intellectuel, mais qui a quand même été dans un cabinet ministériel, que l'intellectuel peut servir à, en dehors de la politique, influer sur la vie de son pays? Écoutez, le titre de cette conférence, c'est « Les idées mènent le monde ». Et c'est Keynes disait exactement la même chose. Keynes disait que derrière tout homme politique, en fait, on trouve toujours un grand économiste. Je vous rappelle ce que disait le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait derrière Alexandre, on trouve toujours Aristote. Et bien sûr que les idées ont un rôle qui est extrêmement important. Donc, très franchement, cette querelle du déclinisme, y compris quand on a raison, il faut payer le prix d'avoir raison. Donc, il n'y a pas les étiquettes qui ont été plaquées, elles sont là. Je vis avec. Je crois que cette querelle, elle est derrière nous, parce que très franchement, les faits m'ont donné raison. Et le problème aujourd'hui, c'est pas de savoir si la France et l'Europe sont en déclin. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les remettre en ligne avec le monde du XXIe siècle. C'est ça aujourd'hui qui est intéressant. Donc les débats ou les querelles sur le déclin, à mon avis, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et donc, aujourd'hui, il faut être clair. Premièrement, nous vivons un moment critique parce que c'est la plus grande crise des démocraties depuis les années 30. Et j'ai effectivement écrit sur la France,
mais pour montrer que je ne suis pas, j'allais dire, obsédé par les problèmes de la France. Je suis le premier à dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le panorama dans le monde, c'est un panorama qui est effectivement inquiétant. Trump aux États-Unis est quand même en train de fracturer le pays, y compris d'affaiblir les structures de l'état de droit et les valeurs des démocraties, en remettant notamment en cause un certain nombre d'engagements des États-Unis sur les droits de l'homme. L'Allemagne, on a vu repointer l'extrême droite. Madame Merkel est aujourd'hui à la fin de son cycle politique. Oui. En Italie, on a la fusion des trois types de populisme avec une coalition qui mêle des néofascistes, l'extrême gauche et les sécessionnistes d'Italie du Nord. L'Espagne a le problème des Catalans. Et on a vu pointer, on a vu arriver dans l'Europe centrale et orientale M. Orban avec un vrai débat qui est démocratie illibérale contre démocratie libérale. Donc aujourd'hui, pour moi, le vrai débat, c'est que 19e siècle, liberté politique centrale, avec le problème entre la montée de la société démocratique et les sociétés d'Ancien Régime et la montée de la société industrielle. 20e siècle, la lutte entre les totalitarismes et la démocratie. 21e siècle, nous avons deux clivages majeurs et qui sont des clivages maintenant politiques. C'est pour ça que je parle de violence, parce que la politique aujourd'hui est en train de prendre le pas sur les problèmes économiques et technologiques, même s'ils sont très importants. Le vrai débat, c'est démocratie contre démocrature, et à l'intérieur des démocraties, c'est pour ça que l'Europe est fondamentale, démocratie libérale contre démocratie illibérale. C'est ça, les vrais enjeux maintenant du XXIe siècle. On les a devant nous, mais ils sont loin d'être tranchés. Alors, Nicolas Bavrez, vous ouvrez votre livre, le dernier livre, Violence et passion, avec cette phrase. « La violence et la barbarie ne sont pas à nos portes, elles sont chez nous. » Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, il faut peut-être préciser ce que vous voulez dire par cette phrase, parce que c'est très très important, la phrase que vous dites, si elle est vraie. Et c'est très contesté. Je voulais vous dire pourquoi j'attache beaucoup d'importance à cette affaire. Si les gens, nous tous, nous sommes persuadés que nous sommes vraiment entrés dans une affaire, dans un cycle de violence, alors vous savez que les choses qui peuvent se passer dans la tête et les foules peuvent être dramatiques, à condition que ce soit vrai. Et donc, en lisant ça, je me suis dit, c'est un peu vite expédié peut-être, et j'aimerais que, s'il y avait une nuance à apporter par l'auteur de cette phrase, il puisse nous dire exactement pourquoi il nous dit une phrase aussi lourde que celle-là, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Alors, le principe, c'est que la sécurité, c'est le premier des droits de l'homme. La démocratie, elle a démarré au Royaume-Uni avec la Révolution anglaise. C'est l'habeas corpus, parce que c'est le fait que s'il n'y a pas une garantie des droits individuels, si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas être libre et on ne peut pas assumer les droits et les devoirs de la liberté. Aujourd'hui, la violence, on la voit renaître de deux manières. Il y a un pan intérieur, un pan extérieur. Je comprends que pour l'instant, vous êtes sur le pan essentiellement intérieur. Ouais. Regardons le panorama. Brésil, la plus grande démocratie d'Amérique latine. Monsieur Bolsonaro, capitaine extrémiste, vient d'être élu. 62 000 homicides par an au Brésil. C'est la première raison de l'élection de monsieur Bolsonaro. Regardons les États-Unis. Les États-Unis, il y a eu plus de morts par arme à feu depuis 1968 aux États-Unis que les morts de toutes les guerres conduites par les États-Unis depuis la guerre d'indépendance en 1775. Depuis quand, vous dites? Depuis 68. C'est-à-dire combien d'années? Écoutez, si on compare avec toutes les guerres depuis 75... 50 ans. Oui, mais... C'est pas un phénomène nouveau, c'est ça que je veux dire. Si vous regardez ce qu'on appelle les shootings aux États-Unis, la courbe, elle est exponentielle. Regardez les... Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une violence supplémentaire par rapport à ce qui existe aux États-Unis, dans ce pays où les armes à feu sont libres. Si vous regardez le nombre de morts... C'est ça que je veux vous dire. Regardons le Royaume-Uni. Théoriquement, c'est la plus respectable, la plus calme. Aujourd'hui, à Londres, vous avez des épidémies d'attaques au couteau, à tel point que même le maire de Londres commence à s'en préoccuper chez les adolescents. Pour le référendum du Brexit, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que Mme Jo Cox a été assassinée. C'était une femme remarquable. Oui, c'est la première fois qu'il y a un mort dans une campagne électorale au Royaume-Uni depuis plus d'un siècle.
Quand on regarde aujourd'hui, alors bon, en France, on a beaucoup parlé aujourd'hui, les violences dans les écoles, les violences contre les policiers, les violences contre les pompiers. Donc, que se passe-t-il derrière ça? Donc, premièrement, contrairement à ce qu'on dit, il y a bien une remontée de la violence. Et cette remontée de la violence, elle s'accompagne. Quelles sont les raisons? Évidemment, il y a des raisons économiques, mais aussi des raisons de désintégration de la société, en raison des réseaux numériques et surtout de fractures territoriales, sociales, statutaires qui sont de plus en plus importantes. Et d'un côté, on a la montée de la violence et de l'autre côté, on a la crise des États et la crise des systèmes qu'on avait mis au point pour contenir cette violence ou la maîtriser. C'est la crise des États de droit un peu partout dans les démocraties. C'est la crise des États régaliens également. Et bon, un bon exemple, ce sont les... Vous savez, Monsieur Bavrez, vous dites alors la violence et la barbarie. La violence et la barbarie, elles sont chez nous. C'est une phrase. Vous voyez, c'est plus que tous les gens qui s'occupent des chiffres de la violence en France, tous les experts qui notent la violence dans la mesure où c'était possible, nous disent le contraire. Ils disent il y a de la violence, bien évidemment. Personne ne dit. Les chiffres, ils sont très clairs. La France, en dehors des zones de guerre, est le troisième pays le plus touché par les victimes du terrorisme depuis 2015. Deuxièmement, si vous regardez le bilan du ministère de l'Intérieur 2016-2017, vous avez une montée des homicides. Oui, sur l'année. Qui est sur les 2 dernières années, mais qui s'inscrit. Alors, que ça reste pour l'instant à un niveau, évidemment, la France n'est pas le Brésil, mais entendons-nous bien, le but, c'est d'éviter que la France devienne le Brésil. Vous maintenez la barbarie et la violence sont chez nous. Vous maintenez ces deux mots-là. La barbarie, c'est quelque chose, la barbarie. Je vous rappelle que M. Fofana, le titre, c'était Le gang des barbares. Oui. Donc il faut faire attention aux faits divers. Évidemment, il ne faut pas les ériger en loi générale, mais il faut quand même... Si vous voulez, chaque fois que les démocraties ont été en grand danger, c'est quand elles se sont installées vrai, mais l'Europe est en paix depuis 70 ans pour la première fois dans l'histoire. Vous voyez, j'insiste sur ces points, pardon, mais... Bien sûr... Chaque fois que les démocraties ont vraiment été en danger, c'est quand elles étaient dans le déni. Et aujourd'hui, on a bien ces deux sources, mais je le redis, ça n'est pas la seule source des populismes, mais il faut regarder tout le spectre des facteurs du populisme. On a les problèmes économiques, la stagnation des revenus de la classe moyenne, on a les facteurs sociaux, les inégalités, les fractures, comme je l'ai dit. On a des problèmes identitaires et il y a aussi le problème de la sécurité avec sécurité intérieure, et je le dis aussi, c'est dans le livre, la sécurité extérieure, c'est-à-dire le fait que pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, on a de nouveau en face de nous un certain nombre de régimes qui se présentent comme des alternatives à la démocratie, mais qui la désignent aussi comme ennemis. Donc ça... Il y a l'islamisme radical dans sa version politique, mais il y a aussi la Chine de Xi Jinping, qui depuis le 19e congrès du PC exprime sa volonté de dominer le monde à l'échelle de 2049. On a également la Russie de Vladimir Poutine. Et puis on a, ce que j'ai rappelé aussi avec démocratie libérale et libérale, Viktor Orban à l'intérieur de l'Europe, et là c'est bien à l'intérieur de l'Europe, c'est pas à l'extérieur, et à l'intérieur de l'Europe, donc maintenant les pays dits du groupe de Visegrad, qui fonctionnent avec hommes forts, manipulation du suffrage universel, un État qui contrôle les médias, qui contrôle l'université, qui contrôle la justice. Eh bien, ça, il faut bien voir que c'est de la violence, très clairement. Et par ailleurs, la démocratie libérale, elle est vraiment illibérale, mais elle est plus du tout démocratique. Et ce qui se passe aujourd'hui en Italie est également inquiétant. Donc, je le répète, ça ne se passe pas en dehors du monde démocratique, ça ne se passe pas à l'autre bout de la planète. Tout ceci, ça se passe aujourd'hui chez nous. Et si je le dis, c'est parce que jusqu'à présent,
Donc, ce n'est pas la première crise de la démocratie. Il faut être clair, quand on regarde l'histoire, 19e siècle, 1848, la montée de la société démocratique, mais aussi la montée de la première grande crise de la société industrielle. On a eu donc la révolution qui a mis fin à la monarchie de Juillet en France, et puis des révolutions dans toute l'Europe. À la fin du 19e siècle, grande dépression, baisse des prix, et puis les nationalismes, crise des démocraties. Chez nous, ça a été l'affaire Dreyfus. Les années 30, grande dépression, les totalitarismes et les démocraties qui passent à côté et qui quand même ont fait l'Europe qui a été dévastée. Aujourd'hui, la France n'est pas isolée. Il est clair que les démocraties sont de nouveau confrontées à une crise majeure. Ça correspond à un grand changement du capitalisme, ça correspond à un changement du système mondial, mais ça veut dire que là encore, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour dire qu'il faut se lamenter, c'est parce qu'on peut et on doit trouver des solutions. Mais les démocraties ne sont pas immortelles. Rappelez-vous Athènes. Athènes, c'est la première des démocraties, mais elle dure moins de 60 ans. Athènes commence en moins 461 avant Jésus-Christ, elle finit en moins 404. Et elle a été ruinée par les démagogues avant de perdre contre Sparte. Donc, la démocratie n'est pas immortelle. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui effectivement travailler, parce que il faut renouer un pacte économique et social, un pacte citoyen. Il faut travailler sur la croissance inclusive, mais il faut travailler aussi sur la sécurité et sur la manière dont on contient la violence. Et ça, très franchement, ça n'est pas une demande des extrémistes. C'est aujourd'hui une demande des citoyens en France et en Europe. Et il est anormal de ne pas la traiter parce que c'est une demande qui est sérieuse. Pourquoi ? Parce que si vous laissez la violence s'installer, eh bien ça, il est clair que c'est le premier pas vers des régimes qui sont des régimes liberticides. Parce que c'est ceux qui légitiment les gens comme Bolsonaro qui vous expliquent que derrière, il n'y a que des hommes forts qui pourront assurer la sécurité. Et c'est le moment où les citoyens, ce qu'on voit dans tous les sondages, commencent à dire que s'ils sont obligés à choisir entre la sécurité et la liberté, eh bien, ils vont choisir la sécurité contre la liberté. Et ce choix, il faut absolument éviter qu'il soit posé dans ces termes. Pour clore ce sujet précis, vous êtes d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit que les années que nous vivons maintenant ressemblent aux années 20, c'est-à-dire précédant les années 30 ? Alors, que les germes existent. Enfin, c'est plutôt années 30 parce que, bon, ça nous ramène aux commémorations. C'est vrai que 14-18, ce que disait François Furet, c'est la matrice du XXe siècle. La guerre totale a enfanté l'État total, et l'État total a enfanté la révolution bolchevique d'un côté, fascisme en 22, et puis... donc le fascisme, c'est 22, c'est vraiment la Grande Guerre. Hitler, c'est aussi la crise. Donc là... Le monde est très différent des années 30. Il n'y a plus d'Union soviétique et par ailleurs, il y a un capitalisme qui est devenu universel, mondial. Il y a les réseaux sociaux. Donc les différences sont importantes. Mais là où on peut faire des comparaisons, c'est que c'est vrai qu'on est au lendemain d'un choc, celui de 2008, qui est le plus grand choc depuis 29, et par ailleurs qui était de la même nature, parce que c'est une déflation par la dette. Donc là, c'était sur les subprimes et donc l'immobilier, et pas uniquement sur la bourse. On a évité les mêmes erreurs qu'en 29, c'est-à-dire qu'on a sauvé les banques, on a évité dans un premier temps le protectionnisme, et puis on a fait un plan de relance mondial de 40% du PIB mondial. Mais en fait, on a endetté les États partout de 40% de PIB. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un monceau de dettes. Et par ailleurs, eh bien, ces dettes font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des difficultés considérables, et puis un certain nombre de gens qui maintenant préconisent le protectionnisme. Et surtout, au passage, on a perdu les citoyens, parce qu'on n'a pas réussi à leur expliquer convenablement. C'est vrai que c'est une idée paradoxale, mais il fallait sauver la finance, parce que si la finance tombe, toute l'économie tombe en même temps. Et on a perdu les citoyens des démocraties au passage. Ça, c'est un premier point de comparaison. Deuxième point de comparaison, c'est que c'est vrai que dans les années 30, il y avait une grande révolution technologique, il y avait une grande crise du capitalisme, et les classes moyennes ont implosé. Aujourd'hui, mondialisation, révolution numérique provoquent à peu près le même effet. Troisième chose, dans les années 20, on se retrouve avec un nouvel après-guerre manqué.
1919, Versailles, le traité était moins mauvais que ce qu'ont dit beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'a pas tenu face au déséquilibre de la crise et puis ensuite à l'arrivée au pouvoir de Mussolini ou d'Hitler. Et c'est vrai qu'on a raté la paix après la chute de l'Union soviétique. Celui qui voulait reconstruire un système international, c'était Bush père, et il a été battu par Clinton, qui en fait a été beaucoup plus court-termiste. Et ça a été le moment où on a décidé finalement que, comme l'a dit Laurent Fabius, on distribuait les dividendes de la paix. La formule a très bien correspondu à l'époque. Donc on a fait l'économie de bulle d'un côté, et puis de l'autre, on a cru à la fin de l'histoire et au fait que la démocratie de marché avait gagné pour l'éternité. Donc, c'est un nouvel après-guerre manqué, et ça, c'est le point de comparaison. Et puis, évidemment, une fois qu'on a tous ces éléments, donc une grande crise qui est avec des séquelles très importantes, une grande crise économique. Deuxièmement, un après-guerre manqué, des menaces qui pointent, des classes moyennes qui sont déstabilisées, eh bien, on retrouve de fait le terreau pour une crise existentielle de la démocratie. Donc, avec une configuration mondiale qui est très différente, on retrouve de fait des éléments qui caractérisent toutes les crises de la démocratie. Mais comme je vous l'ai dit, tout le monde parle des années 30. On pourrait aussi parler de la fin du 19e siècle ou de la moitié du 19e siècle, ce qui est une comparaison qui est moins spontanément utilisée. Alors, 2 mots sur la démographie. 11 milliards et demi d'habitants attendus dans quelques années. Europe, moins 100 millions par rapport à aujourd'hui. Dans le même temps, l'Asie, plus 500 millions et l'Afrique, plus 2 milliards d'habitants dans la même période. Quels sont ça annonce quoi? Ça sont les chiffres que vous... La démographie, les choses ne sont jamais... c'est à la fois des mécaniques de très long terme, mais en soi, la démographie n'est pas positive ou négative. Prenons l'exemple de l'Afrique qui, effectivement, nous intéresse directement. L'Afrique va devenir le grand réservoir. Normalement, ça va devenir l'atelier, l'usine du monde. Pourquoi? Parce que... Ce qu'est la Chine maintenant, quoi. Exactement, parce qu'on va avoir une population jeune et en même temps, ça peut devenir, à l'inverse... donc, on peut avoir tous les facteurs du développement. Ça peut être, et ça devrait être, évidemment, le grand continent émergent du XXIe siècle. Ça a commencé un peu comme ça, puisque la première décennie a vu pour la première fois la croissance générale de l'Afrique aller plus vite, sa croissance économique, que sa croissance démographique. Et aujourd'hui, 6 des 10 pays qui ont la plus forte croissance du monde sont sur le continent africain. Bon, et en même temps, on a des zones qui sont des zones, évidemment, en guerre civile, et c'est un continent qui est en risque très fort du point de vue des évolutions climatiques. Donc, cette démographie africaine, elle peut accoucher soit de la plus belle réussite économique et du décollage du seul continent qui, dans sa grande majorité, n'a pas décollé, même si on a aujourd'hui des pays comme le Nigeria qui ont des taux impressionnants. Ou ça peut devenir effectivement une catastrophe majeure avec des flots de réfugiés en raison des 3 maux principaux, les guerres civiles ou les guerres interétatiques. Deuxièmement, des économies sinistrées, y compris dans des pays très riches. L'Algérie en est un exemple, mais il y en a un exemple encore bien pire, le Zimbabwe, qui est un pays riche et qui a été complètement ruiné par Robert Mugabe. Et puis enfin, les problèmes climatiques. Donc, on peut avoir effectivement des exodes massifs si on n'arrive pas à organiser le décollage de ce continent, sachant qu'il a une particularité intéressante jusqu'à présent, c'est que, contrairement à l'Asie, le décollage de l'Afrique première décennie est un décollage qui a été tiré surtout par l'intérieur, avec la constitution d'une classe moyenne dans des pays comme le Nigeria ou un certain nombre d'autres pays. Et par ailleurs, le commerce intra-africain tend à augmenter beaucoup. Donc, contrairement à la formule qui avait été empruntée, je ne crois pas du tout que l'Afrique soit un continent perdu pour la démocratie et le développement. Mais c'est vrai que les défis sont majeurs et ça suppose d'abord de maintenir les facteurs de développement, et y compris les compétences, sur le territoire africain. Et puis, ça suppose effectivement que la dynamique du développement embraye
et la dynamique du développement, elle suppose, là encore, l'état de droit et un environnement qui soit fiable. Alors, juste, on a encore 2-3 minutes avant les questions. Bizarrement, quand on vous dit quel est le moment le plus important du XXIe siècle, qui n'est pas très ancien, vous ne dites pas le New York, vous ne dites pas la crise de 2008, non, vous dites le moment le stratégique, historique, vous dites, du changement du XXIe siècle. Pour moi, c'est 2016, il y a 2 ans, à peine. Si vous voulez, oui, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. On est à la fin de 4 cycles historiques. Le premier, qui est un cycle immense, c'est le cycle du monopole de l'Occident sur l'histoire du monde. Ça a commencé avec les grandes découvertes, et il faut être clair, aujourd'hui, c'est fini. L'Inde ou la Chine représentaient le quart du PIB mondial en 1700. Et la Chine était tombée à 2 ou 3% dans les années 75. Aujourd'hui, elle est à peu près à la hauteur des États-Unis, donc 12% si on regarde, et si on regarde en parité de pouvoir d'achat, elle est autour de 16-18%. L'Inde aussi est en train de croître beaucoup au prix d'une catastrophe écologique, malheureusement, exactement comme la Chine. Donc en tout cas, ce qu'on a vu d'ailleurs très bien en 2008, c'est que les États-Unis étaient clairement responsables au premier chef de cette crise, mais qu'ils n'avaient plus les moyens de la gérer seuls. Et très franchement, avec en plus un Bush en fin de parcours, s'il n'y avait pas eu l'Europe et surtout la Chine, cette crise aurait sans doute été encore beaucoup plus grave. Donc, premier cycle, l'Occident n'a plus le monopole de l'histoire du monde. Deuxième cycle très important est le cycle américain. Et ça, c'est vrai que le leadership américain commence en 1917 et il se finit en 2016. Trump alors poursuit Obama de ce point de vue-là, mais le repli des États-Unis et précisément le fait que les États-Unis ne peuvent plus, mais aussi ne veulent plus porter le fardeau de la réassurance du capitalisme et de la réassurance de la sécurité des démocraties, ça c'est quelque chose de majeur. Troisième cycle qui s'achève, l'ordre mondial de 1945, et là aussi 2016 est décisif. Pourquoi ? Parce que c'est Trump qui est en train de déconstruire extrêmement vite ce que les États-Unis avaient construit en 1945. Tout ce système multilatéral, et là encore, c'était un système qui participait de la prévention de la violence. Le FMI, la Banque mondiale, au plan du capitalisme, et les Chinois sont en train de créer des institutions alternatives et qu'ils projettent avec les nouvelles routes de la soie. Mais surtout l'ONU, qui aujourd'hui ne vaut pas beaucoup plus que la SDN, dont on s'était beaucoup moqué, et dont on disait que finalement, ce qu'elle avait produit de meilleur, c'était Albert Cohen et Belle du Seigneur. Et malheureusement, l'ONU aujourd'hui, vous voyez que par exemple, tous les traités de désarmement également. Poutine est sorti de Helsinki 75 et de Budapest avec l'invasion du Donbass et l'annexion de la Crimée. Trump vient de sortir du traité des forces nucléaires intermédiaires et le traité New Start qui s'achève en 2021 aura sans doute le même sort. Entre-temps, l'accord sur le climat retrait, le pacte transpacifique qui contenait la Chine retrait, enfin bref. Donc ce cycle américain, il s'achève aussi. Et puis le dernier cycle qui s'est achevé, alors celui-là s'est achevé en 2008, c'était le cycle de la mondialisation libérale. Donc celui-là, il a démarré en 1979 avec Thatcher Reagan, avec Paul Volcker, la désinflation aux États-Unis, mais aussi avec des cycles, des politiques majeures. L'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, c'est le début de la fin. L'élection de Jean-Paul II, très importante, c'est aussi le début de la fin. Et puis, c'est les 4 modernisations de la Chine par Deng Xiaoping et la révolution iranienne. Donc, c'est le début, en fait, du XXIe siècle, sans qu'on l'ait compris à l'époque. Mais ça, cette mondialisation libérale, elle a évidemment énormément accéléré avec la chute de l'Union soviétique à partir de 89-91, et elle s'est cassée en 2008. Donc, aujourd'hui, je pense que la mondialisation va se poursuivre, mais elle va se restructurer, se reconfigurer autour de grands blocs. On voit que Trump est en train de faire un bloc américain, y compris avec l'Amérique latine et des gens comme le Bolsonaro. La Chine essaye d'organiser un bout d'Asie, les Indiens également.
L'Asie du Sud-Est essaye de résister à la Chine avec autour de du Japon, de la Corée, du Taïwan, et puis les Vietnamiens, évidemment, cherchent aussi à trouver cette alternative à la Chine. Et l'Europe, pour l'instant, est un peu nulle part. Et l'Europe, le grand problème qui est posé, c'est est-ce que l'Europe créera une espèce de bloc eurafricain qui permettrait d'éviter d'être simplement une variable d'ajustement entre les États-Unis, le bloc américain et les blocs asiatiques. Je vous rappelle ce que disait Chou En-lai au temps de la guerre froide. Il disait cette belle phrase que 2 éléphants se battent ou qu'ils fassent l'amour, c'est toujours l'herbe qui est dessous qui est écrasée. Eh bien, l'Europe, comme vous l'aurez compris, elle est dans la position de l'herbe aujourd'hui. Donc, il vaudrait mieux pouvoir participer au jeu plutôt que d'en être la variable d'ajustement. Voilà, on va passer, si vous voulez bien, aux questions. À vous de jouer. Personne ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Voilà, on passe un micro là-bas.